Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez et vous êtes sur le Podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Laurent Cerveau, ex-ingénieur de chez Apple et actuellement CTO de chez Zenly. Si vous ne connaissez pas Zenly, c'est le réseau social qui permet de voir où se trouvent vos amis. Zenly s'est fait racheter il y a quelques années par Snapchat. Ce podcast est absolument exceptionnel. Laurent me partage sans langue de bois et avec beaucoup d'humour une tonne d'anecdotes sur son travail chez Apple et Zenly. On va parler de sujets qui vont de la gestion des données chez Zenly et des mesures qu'ils ont prises en interne pour avoir une gestion saine et sécurisée des données personnelles de leurs utilisateurs, en passant par plein d'anecdotes sur sa rencontre avec Steve Jobs et du pourquoi du comment de la culture du secret chez Apple. Bref, ce podcast est absolument génial, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout, vous allez kiffer. Mais avant de commencer le podcast, je tiens à vous signaler qu'il est sponsorisé par Audible. Audible, c'est une application incroyable pour écouter des livres audio. Que vous soyez en train de faire un footing, dans la voiture, dans le métro, en train de faire la vaisselle, vous pouvez écouter des livres. Moi, je vous conseille la biographie de Steve Jobs et vous pouvez l'écouter gratuitement grâce au lien que je vous ai mis en description. Je profite aussi de ce moment de publicité pour vous parler de ma formation pour freelance. Que vous soyez déjà lancé ou vous souhaitiez le faire, je vous invite à consulter le programme de la formation sur lilianalvarez.com/formation. On est sur le point de devenir organisme de formation, donc il est fort probable que la formation vous soit entièrement remboursée. Pour avoir toutes les informations à ce sujet, je vous invite d'aller sur le site internet, donc lilianalvarez.com/formation, tout qui est indiqué. J'arrête de faire mon vendeur, retour au podcast. Bonsoir Laurent, comment ça va ? Écoute, ça va très bien Lilian, et toi ? Ça va super, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Dis-moi, sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment chez Zenly ? Alors chez Zenly, je suis le CTO de Zenly, donc Chief Technical Officer en anglais, mais ça tout le monde le sait. Et mes tâches ont pas mal évolué au cours des dernières années, mais une grosse partie ces derniers temps, et notamment axé sur tout ce qui est la gestion des données utilisateurs, la gestion de la confidentialité, ce qu'on appelle en général la privacy. Il n'y a pas que ça, mais c'est une partie importante, c'est une partie que en fait j'aime beaucoup dans mon travail. D'accord. Quand j'entends gestion des données, privacy, je pense tout de suite à la RGPD. Est-ce que ça a beaucoup changé les problématiques que tu rencontres, l'application de la RGPD ? Alors, la RGPD, la RGPD déjà, on parle du RGPD, parce que c'est un règlement, ou d'une régulation. Donc, on essaie de savoir en quoi ça constitue, à part des gros volumes de textes légaux. Il y a une partie où en fait ça donne un certain nombre de guides. Maintenant, en termes de ce qui est Zenly même, il y a un point qui a été fondamental et qui existait avant même qu'on s'occupe du RGPD. C'est le fait que Zenly, c'est une application dans laquelle on gère des données de position, des données de localisation. Donc, on fait attention à ces données. On n'en fait pas n'importe quoi. On va pas les vendre à tire-larigot. D'ailleurs, on va pas les vendre. On fait attention à ce qu'elles soient protégées. On fait attention à ce qu'elles soient bien stockées sous toutes les formes, sous toutes les formes de sécurisées. Tout le monde n'y a pas accès. Ça, c'était véritablement quelque chose qui était dès le départ dans l'idée de Zenly. Ce que le RGPD a apporté, je dirais, c'est plutôt une sorte de un petit kick, quoi, un petit déclencheur qui va dire on a un peu plus de guidelines pour s'en occuper, au sens où le règlement donne des directives. Certaines peuvent être un peu floues des fois. C'est assez marrant d'ailleurs quand on lit les textes du RGPD, il y a écrit alors il faut faire attention à ceci, à cela, et nous comptons sur la créativité des entreprises pour trouver une bonne application, une bonne manière de faire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre de composants qui sont définis, qui sont mis en place, qu'on doit mettre en place plutôt, et ça donne un cadre. Et ça, c'est vraiment très important.
Mais fondamentalement, la problématique de attention, on déconne pas avec les données, ça a toujours été quelque chose qui était présent chez Zenly. Personnellement, en plus, moi, je me vois pas travailler pour une société qui ne fasse pas attention à ça. Du coup, tu disais à un moment que tout le monde n'avait pas accès à ces données. Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux simplement dire que c'est pas la fête du slip. Donc ça, c'est la manière un peu sympa de le dire. Non, ce que je veux dire, c'est que tu utilises des données pour différentes tâches, tu dois être pour différents process, tu dois faire attention, faire attention à ce que ces process soient bien définis, et tu dois faire attention aussi à ce que elles vont pas être utilisées pour autre chose. Donc effectivement, tout le monde chez Zenly n'a pas accès à tout. S'il y a des besoins, les besoins sont définis, on examine les besoins ensemble, enfin en sorte de rendre les besoins, de satisfaire aux besoins, mais on va regarder d'abord comment on va le faire d'une manière qui permette aussi de dire s'il y a un problème, s'il y a une perte de données, s'il y a n'importe quoi. Quelqu'un se fait voler un ordinateur, par exemple, et c'est de la faute de personne. Comment on va faire en sorte pour que s'il y a tel extrait de données, il n'y a pas d'informations personnelles sur les utilisateurs. Ce sont des mécanismes qui se réfléchissent ça, en fait. C'est pas seulement le fait de dire dans les données, il y a les données des utilisateurs, et dans les données des utilisateurs, il y a les données personnelles. Donc celles qui permettent de retrouver et d'identifier quelqu'un. Il y a plein de tâches qui sont faisables sur des statistiques, sur des agrégations de données personnelles, sur des données qui sont pas forcément ultra précises. Ça, je prends un exemple très simple. Zenly utilise la date de naissance pour simplement faire ce qu'on appelle au départ de l'age gating. Il y a deux types d'age gating. Il y a le fait que, déjà sur toute application, sur l'application Zenly, en général sous l'application Snapchat, en dessous de 13 ans, c'est interdit. Et puis après, il y a les applications du RGPD qui fait qu'il y a de l'age gating. En dessous d'un certain âge, c'est pas autorisé, sauf avec consentement parental. Donc ça, par exemple, tu vois, typiquement, c'est un truc que le RGPD nous a fait poser. On s'est posé la question de comment on va faire du consentement parental, comment on va gérer tout ça de manière intelligente, sans récupérer plus de données. Bref, c'est le genre de problématique sur lesquelles j'ai travaillé. Mais ce qui est important, tu vois, c'est de dire, nous, on a dans nos bases de données des dates de naissance qui sont précises, telles qu'indiquées par nos utilisateurs. Maintenant, si on veut travailler, par exemple, sur des données statistiques, on a peut-être juste besoin de tranches d'âge. Donc, quand tu vas faire un export, ou quand tu vas extraire des données, tu n'as pas forcément besoin de connaître la date de naissance précise des utilisateurs. D'accord. Donc, c'est surtout pour faire des statistiques plus que pour faire de la personnalisation en fonction de l'âge du utilisateur au niveau de l'interface utilisateur, par exemple. Alors, il y a plusieurs usages en fait. J'ai envie de dire, tous nos usages de données déjà, ils sont publics dans la mesure où on a mis en ligne notre politique de rétention et de conservation des données. Si tu vas sur community.zen.ly, tu tapes combien de temps mes données sont stockées, ce genre de phrases, et tu trouveras des réponses à toutes ces questions. On a fait le choix de la transparence. Pour revenir à ton point de départ, il y a beaucoup d'usages de données. Toutes ces usages de données, donc les stats, les notions de croissance, les notions de marketing, les notions de R&D, les debugs, ce genre de choses. Et tous ces usages sont reconnus, sont codifiés et font appel à un certain nombre de données. Mais tout le monde n'a pas accès à tout. C'est juste ce que je dis. Tu peux pas arriver. Si tu deviens employé de Zenly, tu peux pas dire super, je vais aller explorer la base de données de Zenly et voir où se trouve Bob. Non, c'est juste impossible. D'accord. Je pourrais pas espionner ma petite amie qui utilise Zenly pour savoir où elle est, enfin ou mon ex-petite amie. C'est pas dans les outils internes de Zenly que tu pourras le faire. D'accord. Il faut que cette personne dans Zenly, tu l'aies dans Zenly et accepter ton amitié et se soit mis en mode j'accepte de voir ta position précise. D'accord. En fait, quelque part, tu as plus d'informations dans Zenly
quand tu as eu le consentement mutuel, parce que c'est une application qui repose sur un consentement mutuel, tu as plus d'informations sur la position sur laquelle peut se trouver la personne que quand tu regardes les outils internes de Zenly. Mais je trouve ça même intéressant que vous ayez eu cette réflexion en interne de se dire on va compartimenter un petit peu les niveaux d'accès parce que peut-être un développeur de l'application mobile, il n'a pas besoin d'avoir accès aux données d'utilisateurs pour développer son interface, par exemple. Je crois qu'il y a un truc sur cette histoire de compartiment, de compartimentation, je sais pas comment on dit en français. Je crois que le mot existe. Enfin, je sais pas comment on dit en anglais non plus d'ailleurs. Hein, je suis pas sûr que le mot existe. Je crois que dès le moment où tu te poses la question que tu traites des données personnelles, les données personnelles, c'est un truc qui devient important. Et c'est un truc. Enfin, ça a toujours été important, mais on réalise de plus en plus leur importance aujourd'hui, notamment quand il y a des leaks, notamment quand on réalise que données personnelles, ça peut aussi être exploité par des différents types de sociétés. C'est pas du tout, d'ailleurs, les craintes des gens sont pas du tout les mêmes culturellement, suivant que tu sois européen ou suivant que tu sois aux États-Unis ou probablement en Asie. Mais ce qui est important, enfin, ce qui est arrivé avec avec le RGPD et ce qu'on a appris au cours de notre chemin, c'est que il y a un moment où tu fais des choix. Je pense que c'est important que pour une application sociale, aujourd'hui, la décision soit prise de se dire non, ça fait partie. Et il faut faire aussi confiance en disant les utilisateurs sont aussi capables de décider. Un point important dans le RGPD, c'est la notion de consentement. Et la notion de consentement et de transparence. C'est-à-dire, en gros, tu dis à l'utilisateur ce qui se passe. En fait, si aujourd'hui, je devais résumer le RGPD, alors je vais pas faire école parce que si cette phrase est remplacée et mise partout, ça va être Laurent Cerveau, le CTO de Zenly, résume le RGPD en 2 mots. Mais, je dirais, d'une certaine manière, il y a cette notion de dire la société doit être toujours claire vis-à-vis de l'utilisateur, principe numéro 1. La société, toujours claire, ça veut dire faire en sorte d'être toujours clair, pas essayer de noyer le poisson. Pas essayer de dire mais si, on l'a dit, c'est écrit dans notre politique de confidentialité, en tout petit, en lettre 8, en bas, au 18e paragraphe, et ce genre de choses. On peut le voir au microscope. Ouais, voilà, on peut le voir au microscope. Et le deuxième truc, c'est de dire si l'utilisateur il veut plus, et ben l'utilisateur il peut se barrer. Sans problème, et sans que ça soit compliqué, et sans qu'on lui dise « Eh, attends, avant que tu t'en ailles, envoie-moi une copie de tes papiers d'identité pour que je vérifie que c'est bien toi, parce que tu comprends, on n'est pas très bon en authentification, ou avant que tu t'en ailles, je t'envoie 18 emails pour te dire « T'es certain que tu veux partir? T'es certain que non, tu t'en vas, tu t'en vas. T'es pas content, tu t'en vas. » Et pour revenir sur la transparence, ce qui est vachement important, c'est que la transparence, c'est aussi quelque chose qui consiste à dire la transparence fait partie du produit. Si tu commences à dire ah bah oui, on va mettre de transparence, on va mettre des boîtes de dialogue partout, on va expliquer à l'utilisateur, tu finis par avoir l'effet inverse. C'est que tu peux me jurer, non, que tu lis toutes les boîtes de cookies sur le web. Oui, personne ne les lit. Oui, personnellement. Est-ce que tu peux me jurer que tu les lis tous? Que tu vas... Ah non, bien sûr que non. Absolument. Donc c'est un parfait exemple, à mon sens, il y a une intention qui est tout à fait louable de donner de la transparence, et derrière cette intention tout à fait louable, tu engendres des usines à gaz partout, parce que les gens ne pensent pas en termes de produits, tout simplement, et donc ils disent bah c'est bien, on va remplir nos obligations envers le règlement, on va juste mettre une boîte de dialogue et puis on va faire en sorte que plus ou moins que les gens disent oui à tout. Et donc oui. Ce que je veux dire, c'est que gérer la transparence et la clarté des utilisateurs, c'est pas seulement un effort qui consiste à dire je fais du texte et puis j'ai des actions et je peux avoir des checkmarks oui et non. Ça veut dire aussi se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que l'utilisateur il prenne conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il utilise notre application, que notre application utilise ses données et que effectivement, il faut qu'il comprenne ce qui se passe. Bien sûr. Donc il y a un véritable enjeu aussi donc sur l'aspect expérience utilisateur pour s'assurer que vraiment dans cette interaction, ils comprennent rapidement
Pourquoi il consent? Il faut que l'utilisateur comprenne rapidement, il faut que l'utilisateur soit capable de trouver rapidement l'information. Si tu vois, si tu prends Zenly, on a rajouté il y a quelque temps déjà, il y a pas longtemps déjà, dans les settings de Zenly, dans les préférences, alors j'ai surtout en anglais, moi c'est We Protect Your Data, et sur lesquels on explique voici nos principes de données, et ça donne des liens vers les bons articles sur le web. Mais quelque part, c'est résumé en deux coups. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour une personne qui souhaite lancer une application mobile et qui va se poser la question de cet aspect légal, mais qui n'a pas forcément le budget pour le moment pour vraiment y travailler dessus? Parce que la première question qu'il se pose, et sa première priorité, c'est de faire marcher son produit et de s'assurer qu'il y ait des gens qui le téléchargent et qui utilisent son application. Effectivement, quand tu lances ton produit, t'as pas envie de passer 2 ans à faire du légal et puis t'as raté la marque, t'as raté le coup. Faut être lucide là-dessus. Il y a néanmoins des plis que tu peux prendre assez rapidement. Le premier des plis, c'est t'essaies de comprendre un peu ce que sont les données que tu vas gérer, si tu en as besoin vraiment, et si tu les demandes parce que un jour tu les utiliseras peut-être, ce serait bien. Donc ça déjà, ça veut dire que tu n'es pas obligé de les demander, ou si tu en as vraiment besoin. Donc faut que la personne fasse vraiment l'inventaire de ce qui est vraiment nécessaire. D'accord. Nécessaire, ça peut évoluer avec le temps. La privacy, la confidentialité, c'est pas forcément quelque chose qui est fixe. Hein. Si tu regardes, tu vois, je parlais de notre politique de confidentialité, on a des updates très régulièrement parce que tiens, soit une correction de phrase, soit on se dit ça couvre mal cette nouvelle fonctionnalité qu'on a faite, il faut qu'on soit plus clair là-dessus, etc., etc. Le deuxième point, c'est dès le départ, pense que les données des utilisateurs, l'utilisateur peut fermer son compte. Et ça, j'ai envie de dire, techniquement parlant, c'est le point sur lequel tu dois penser quand tu développes ton application. Tu sais ce que tu fais, tu annonces la couleur, donc tu travailles un peu à faire ton doc, ta politique de confidentialité et ce genre de choses. Et puis, et le produit principalement. Et puis, deuxièmement, tu penses qu'un jour, les gens peuvent partir. Et ce jour-là, ça doit pas être la galère. Ce jour-là, ça doit pas être mon Dieu, mais attends, on stocke dans toutes les bases, tu comprends pas, c'est impossible, on en a pour 3 mois à écrire ceci. Donc, non, mais c'est vraiment important ça. Si je prends la suppression de compte dans Zenly, c'est un truc qui a été vachement incrémental. Au tout début de Zenly, les gens nous écrivaient au support en disant je veux supprimer mon compte. Et puis nous on disait c'est quoi ton nom de compte et ton numéro de téléphone parce que c'est un des identifiants, et puis on disait bon, il nous raconte pas de conneries. Puis après les gens nous disaient est-ce que tu peux supprimer mon compte et celui de ma copine. Alors là, elle a commencé à répondre, ta copine elle nous demande elle-même, pas faire de bêtises. Et puis on s'est dit on va le mettre dans l'application. Donc on a eu une fonctionnalité dans l'application, comme ça gérait le problème de l'authentification. Oui. Et puis après on s'est dit, alors l'authentification, les gens faisaient la demande, mais on gérait tout en interne. Et puis après, on a branché le système, quand le système était stable, on a branché le système et les gens, ils peuvent maintenant supprimer leur compte depuis l'application. Et non seulement ils peuvent supprimer leur compte depuis l'application, mais pendant 30 jours, ils peuvent le réactiver. Ça, c'est une politique plutôt de produit. Ah. Oui. C'est en gros, si tu supprimes ton compte dans Zenly, tu as 30 jours pour revenir. Mais là où c'est intéressant, c'est que si pendant ces 30 jours, tu reviens, t'as un panneau qui te dit attention, t'avais fait une demande de suppression de compte. Donc là, si tu continues, cette demande elle va être annulée. Donc tu vois, c'est vraiment un truc sur le choix de la transparence à l'utilisateur. Il y a plein d'endroits et j'ai fait l'essai sur plein de sites et je ne citerai pas des noms, même si ma liste est très longue et un jour je l'enverrai. Bon, non, je déconne. Mais mais tu vois. Tu peux tomber sur des sites ou des applications sur lesquelles il y a marqué supprimez votre compte, t'arrives, tu fais une demande de suppression de compte et puis en dessous il y a écrit en tout petit attention, si par hasard vous revenez sur nos sites web pendant le temps que peut prendre la procédure de suppression de compte, vous êtes automatiquement réinscrit. Et puis après, pendant toute cette durée-là, les 45 jours ou les 30 jours qui suivent, parce que ça peut prendre du temps pour supprimer les données, tu sais, de passer dans les process, tu veux faire des batchs, etc. Pendant tout ce temps-là, je me souviens parfaitement de cette société où pendant tout ce temps-là, j'ai reçu un email tous les jours de la société
en me disant hey, salut, regarde, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça. Ça, c'est des pratiques, tu vois, que je trouve absolument pas sympa, quoi. Enfin, que je trouve, juste pas acceptable. Et puis, il y a un dernier point, c'est que qui me semble important, c'est que tu fais une sensibilisation à ça à l'intérieur de la société. Sensibilisation, c'est d'abord d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que la privacy. C'est on respecte l'utilisateur. C'est pas seulement un ensemble de lois, c'est on respecte l'utilisateur et puis il y a tout ce qui en découle, ce que ça veut dire en tant que société de respecter l'utilisateur. En tant que société, tu as le droit de faire du business. Ça veut pas dire la privacy, c'est pas développer le produit que l'utilisateur pense que devrait être selon sa propre vision de ce que devrait être. Ah oui, mais vous avez pas le droit de faire ça. Et puis pendant ce temps, je vais poster toutes mes photos sur je sais pas quel truc sur lesquels toutes les photos seront géotaguées. Je raconte toute ma vie. Tu vois, il y a une espèce de truc. Donc, nous, on fait une application de géolocalisation et c'est le but premier. Donc, on utilise la donnée de position comme information première. Ça semble un peu logique. Oui, mais j'aimerais ça, mais pas ça. On a le droit de développer un produit et on révise notre produit, on fait des revues de privacy, on discute de tout ça. Mais à un moment, il y a des choix aussi qui sont faits de produits et qui vont pas contre la privacy. Je veux dire, qui sont juste des décisions que tu fais et sur lesquelles on fait en sorte que l'utilisateur soit correctement informé. Derrière ça, il y a le fait de dire tu dois créer une culture en interne, donc tu dois créer une culture où quand tu as des nouvelles personnes qui arrivent, tu leur dis vous êtes ici, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la fête du slip. Vous pouvez pas aller chercher dans toutes les bases de données. D'ailleurs, vous n'irez pas chercher dans toutes les bases de données parce que vous aurez tout simplement pas le droit. Il y a des accès. Si vous avez besoin d'extraits, vous faites en sorte de consigner. Je sais pas, ça peut être dans un Jira, ça peut être n'importe quoi. Demander une autorisation. Si vous allez pas, tu vois, vous avez un comportement qui est juste dans la vie de tous les jours. Et nous, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est marrant, chez Zenly, c'est moi qui fais les privacy training des personnes. Les gens ont des entraînements de privacy. Alors, ils en ont deux. Ils en ont un qui vient du groupe, et puis ils en ont celui qui est de Zenly. Le premier que j'ai fait, c'est vrai que pendant, tu sais, j'étais là en me disant est-ce que ça va leur plaire, quoi. C'est un espèce de côté. Mais en fait, maintenant, c'est au début, je réservais 1 heure. Maintenant, je commence à réserver 1h30 parce qu'il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Il y a plein de ça intéresse les gens. Est-ce que tu peux nous parler de cette période au début de Zenly où j'imagine l'objectif c'était de faire marcher l'application, marcher dans le sens où qu'elle rencontre du succès. Est-ce que vous avez eu un moment où il y a eu un déclic et vous vous êtes dit ok, là on tient un truc, on fonce dans cette direction, c'est ça qui marche? Alors là, on change complètement de sujet. Je suis assez bavard. Oui. Je suis assez bavard sur la protection des données. En fait, j'aime ça. Mais Zenly, c'est comment dire? Je pense qu'il y a eu un moment. Moi, je sais que Zenly, j'étais arrivé au départ comme consultant. Ils m'avaient trouvé à travers quelqu'un qui bossait pour eux et qui leur avait dit qu'il me connaissait. Alors, j'avais une réputation, je savais même pas que je l'avais. Et en fait, il y a eu une période au début où assez courte, sur lesquelles on était peu, et on a réussi à faire marcher le cœur de Zenly, le géologue temps réel, sans consommer de batterie, sur un espace de temps. Alors, je dirais quelque part un espace de temps assez court, mais en même temps un passé assez long. C'est-à-dire que Zenly avait essayé plein de trucs auparavant. Antoine et Alex avaient essayé plein de trucs. Ils avaient fait une application qui s'appelait Alerteuse. Donc ils étaient pas totalement genre salut, on va lancer une application, on va faire de la géologue temps réel. Et ils avaient fait leur classe, hein, ils s'étaient déjà un peu cassé les dents sur le sujet. Moi, j'avais déjà touché à la géologue, j'avais fait une start-up autour de la donnée de localisation en 2008 dans une autre vie, j'habitais en Allemagne à l'époque.
Et puis j'avais travaillé sur un projet autour de ça, d'histoire avec des taxis. Donc il y avait un espèce de, chacun avait son expérience, et puis on s'est rencontrés. Et là il y a eu un espèce de tilt qui s'est fait, où je sais pas comment dire. Moi je me souviens, je suis arrivé, j'ai regardé ce qu'il y avait. Ça m'a donné une idée, j'ai rebondi sur le truc, sur un truc totalement anodin. Hein. Je pense que personne n'aurait pu penser que c'était ce détail-là qui ferait que ça me donnerait une idée. À un moment, il manquait un morceau. On a dit oui, il faut ça, mais il faudrait juste ça, ça. Alors on testait dans la rue, hein, on se promenait, et puis il y avait une énorme partie d'observation. Je me souviens, on avait un bureau à côté de la rue des Petits Carreaux, vers le sentier, tout ça. Puis on allait se promener, et puis il y en avait un qui se promenait, l'autre qui le suivait. On se téléphonait le week-end. Il y avait ce côté je vais courir, est-ce que tu peux me regarder pour savoir si tu me suis, et ce genre de truc. Enfin, oui, oui, ce genre tu vois, ce genre d'expérience. Et c'était assez marrant parce qu'on, moi c'est des gens que j'aime bien. C'est des gens avec lesquels tout d'un coup il y a eu cette espèce de tilt, de tilt. Tiens, ça marche. Et il y a eu la dernière pièce qui est arrivée. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Antoine qui a dit, qui un jour il me dit, tiens, tu connais ce truc-là, tu connais ce truc-là, et je regarde, et je dis, ah non, mais ça pourrait être bien. Et c'est assez marrant parce qu'il y avait cette espèce de réflexion et de ping-pong intellectuel, sur lesquels c'était pas les rôles, en fait, c'était pas ah oui, mais toi t'es le technique et moi je suis machin, et on t'embauche, et toi t'es le consultant et tu dois nous épater, etc. Déjà, c'est pas ce que je sais faire, mais il y a eu un vrai ping-pong intellectuel. Il y avait l'appli qui prenait forme, c'est-à-dire Nick qui faisait l'expérience utilisateur, c'est XO, et comment s'appelle, qui commençait à prendre le style de ce qu'elle a être Zenly. Et en fait, à un moment, le truc s'est mis à marcher. Et je me souviens très bien, en fait, je peux raconter le truc. Je me souviens très bien, c'est que c'était oui, mais quand l'appli marche, tu sais, sur ton téléphone, t'as la petite icône de localisation. Et là, t'avais le truc où tout d'un coup, l'icône apparaissait que quand il fallait. Et le temps réel était assuré. Et donc, il y avait cette espèce de truc où là, ça a marché. Et puis, les utilisateurs ont commencé à arriver. Et puis, il y a eu la partie back-end qui a été revampée. Il y a eu Corentin qui était là. Il y avait Steve qui était là. Il y a eu Jean-Baptiste qui est arrivé. Je me souviens vachement de ce début où, effectivement, on sentait qu'on voyait les utilisateurs, la croissance des utilisateurs, qui était impressionnante. Et puis, tout d'un coup, c'est presque quasi plein de personnes qui tournaient autour, et boum, on s'est mis ensemble. Ça, tu veux dire en termes d'utilisateurs, au moment où vous avez mis en place complètement cette technologie qui permet de diminuer la consommation de batterie tout en ayant le suivi temps réel. En fait, dès le moment où on a mis en place la techno, là, il y a eu le lancement. Tu sais, moi, je m'étais dit, bon, ça y est, c'est fait. Mission suivante, quoi. J'étais consultant. Et ils m'ont dit, non, attends, il y a encore des trucs. Et là, je suivais, et en fait, en termes de croissance, ça a été fabuleux. C'était pas les chiffres qu'on a aujourd'hui, mais je parle en termes de croissance. C'est en termes de croissance, ces espèces de trucs. Et là, il y a commencé à avoir un truc qui s'est déroulé, il a commencé à avoir un truc qui s'est passé. Il y a eu des trucs, merde, putain, faut faire le serveur, ça marche pas. Enfin, tu vois, il y a eu tous ces problèmes à gérer. Faut gérer la charge et tout ce genre de trucs. Mais il y a eu un vrai truc où je pense, vers 2015, c'est une année où tout le monde
tous les éléments sont rentrés dans la pièce, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris la nouvelle du rachat par Snapchat de Zenly? Alors, comment j'ai appris la nouvelle du rachat par Internet? Je ne savais rien. C'est vrai? Non, je déconne. Non. Mais... J'ai eu peur. alors c'est assez marrant parce que c'est des trucs où je sais pas ce que enfin, déjà je raconte. Tu sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est pas ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va. À la fois, je suis très bavard. Là, tu dois t'en rendre compte. Mais Oui. mais quand je suis lancé sur un sujet, j'ai pas mal d'anecdotes. Mais en même temps, il y a un côté où je veux pas en raconter trop parce qu'il y a des trucs, ça fait partie du domaine du secret. Tu disais tout à l'heure, j'ai été chez Apple. Je crois qu'il y a un truc que j'ai appris chez Apple, c'est à garder des secrets. J'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, je pourrais dériver, éviter la question. Non, bon, en gros, c'est un processus assez simple, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as des histoires de rachat. Moi, j'étais pas. Et puis à un moment, t'es mis au courant et en gros, on te dit, bon, écoute. On regarde et on va faire, comme tous dans ces processus-là, tu as un processus de ce qu'on appelle due diligence. Donc là, je trahis rien en disant que généralement, quand tu achètes une société, tu fais une due diligence. Oui. Due diligence, ça veut dire tu regardes ce que tu achètes, tu regardes s'il n'y a pas de lézard et tu as un état des lieux complet pour qu'après on ne dise pas vous nous avez raconté des bêtises ou que ça soit clair des deux côtés, quoi. Transparence. Et un jour, je me souviens, Antoine et Alexis, ils me disent, on voudrait te parler. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Enfin, je me souviens même quelque part, je me dis, on va aller parler dans un café. Je me dis, oulala, tu sais, t'as ce côté, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois, Est-ce que tu as cru que t'allais être viré à ce moment-là? Non, je n'ai pas cru que j'allais être viré du tout. Mais tu sais, tu te dis, putain, il doit se passer un truc grave, quoi. Tu vois, je veux dire, je pense pas du tout à ça. C'est à 1000 lieues de ça. Et ils me disent, écoute, on va faire un processus de due diligence. Donc, j'espère que s'ils écoutent ce podcast, ils m'en vont pas dire ça, parce que je pense que c'est normal de dire qu'il y a un processus de due diligence. Oui. Et ils vont me dire, est-ce que tu peux t'occuper est-ce que tu peux c'est pas est-ce que tu peux ah non en fait non je peux pas ça m'emmerde j'ai piscine tu vois est-ce que tu peux t'occuper du côté du rachat du côté technique et tu réponds à des questionnaires et tu fais tout ça. Et donc là c'est parti, mais pendant tout ce processus bien sûr tout en gardant tout secret parce que tu vas pas raconter. Ah d'accord, tu racontes donc pas ça tu le gardais pour toi. Ah il y avait que moi, mais moi je l'ai même pas dit à ma femme. Ah oui, d'accord. Ah non, moi j'étais bien éduqué, tu sais, chez Apple. Ah oui. Mais justement, j'ai envie de te poser une question là-dessus. C'est un peu un sujet qui me taraude personnellement parce que j'ai lu dans la biographie de Steve Jobs qui a été écrite par Walter Isaacson que Steve Jobs, à l'époque, dans les premiers locaux d'Apple, il avait fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul WC dans les locaux pour forcer les gens à échanger, à ce qu'ils se rencontrent pour discuter des problèmes qu'ils avaient et peut-être de favoriser leur résolution en échangeant, comme tu as pu peut-être le raconter au début de Zenly. Et est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie justement entre cet aspect collaboration et secret? Et les WC? Et j'aimerais avoir, et alors peut-être pas les WC, mais j'aimerais avoir ta vision là-dessus justement entre l'aspect collaboratif et secret, et comment tu navigues ces deux dimensions. Je pense que ça n'a rien à voir. Alors d'abord, au début de Zenly, on avait un Sunny broyeur. Donc je prends juste 2 secondes d'anecdote pour dire que c'est une horreur. Voilà. Et un jour, quelqu'un... C'est le truc qui broie les documents? Non, tu sais, le Sunny broyeur... Non, ça broie pas les documents, ça broie les étrons. Mais tu sais, dans les toilettes, quand t'as pas un tuyau assez gros derrière ou que t'as un truc dans les immeubles, t'as un petit mixeur qui broie les déchets. Ah non, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? C'est une horreur. Et puis un jour, il y avait un mec qui avait fait tomber un truc dans le Sunny broyeur. Et j'arrive le lendemain et je vois le truc et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis Sunny broyeur et puis je faisais venir une copine, c'est une personne que je connaissais pour faire du test et je me dis mais non quoi, on va pas laisser ça.
Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débranché le sanibroyeur, j'ai acheté des gants, j'ai tout épongé, j'ai nettoyé, j'ai démonté le sanibroyeur. Le mec avait fait tomber une pièce en plastique dedans. Je sais pas si ça restera un podcast ça, mais après. Et non, mais c'est vachement intéressant parce que je me suis arrêté, j'ai été réparer le sanibroyeur. Le matin, avant que cette copine vienne pour tester un peu, je me suis dit, enfin, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, tu vois, c'est le chiotte immonde. Et je me souviens parfaitement de ce type qui me regarde et qui me dit, putain, le mec avait une thèse, et moi aussi j'ai une thèse, et le mec me regarde et il me dit, putain, je suis impressionné, t'as une thèse et tu répares un sanibroyeur. Genre, c'est pas à ton niveau. Et ce jour-là, je me suis dit, putain, ce mec, non, quoi. Bah oui, tu fais ce qu'il faut quand il faut, quoi. Euh, donc voilà, c'était juste une anecdote. Tu vois, t'apprends à juger les gens comme ça aussi. Ils avaient rien fait, quoi. C'était tombé dedans, ils avaient rien fait, quoi. C'est la communauté, quoi. Tu fais attention. Non, chez Apple, t'apprends à séparer le secret, en fait. D'abord, moi, quand j'y étais, il y avait plus de toilettes. Le secret, ça empêche pas de collaborer. T'as le droit. Je pense que ce qui est derrière le secret, c'est le désir de vouloir connaître quelque chose parce que tu fais partie d'un cercle entre guillemets d'élus. Et puis au bout d'un moment, c'est pas très intéressant. Moi, je me souviens un jour quand j'étais chez Apple, j'ai vu pendant longtemps une carte mère qui traînait. Tu sais, j'étais en division hardware. Donc là où ils designent les machines, donc t'avais plein de bureaux où les vitres étaient couvertes de papier parce que tu voyais pas à l'intérieur ce qu'il y avait. Mais je me souviens, ce bureau qui avait une vitre couverte de papier, mais il était à côté du mien, la porte était ouverte et je voyais cette carte mère ronde. Mais pendant 2 ans, je l'ai vue. Et puis après que j'ai quitté les États-Unis, je continuais pour Apple en France. Il y a eu l'iMac qui est sorti, tu sais, le Sunflower qui était rond avec l'écran qui se levait et qui se baissait. Ça fait assez longtemps. Oui. Ouais. Oui, je Et m'en donc souviens. là, j'ai compris que c'était ça. Et au début, je me posais la question, maman, c'est sorti. Mais quand j'ai eu un jour, je me souviens, j'avais, donc la division hardware, tu connais les machines qui vont sortir. Et c'était toujours excitant, une machine. Putain, elle va être comment, le design. Tu connais pas forcément le design, hein. Tu t'es sur des protos en plexiglas ou t'as des designs à moitié. Moi, le cube, je sais pas si les gens se souviennent du cube d'Apple, mais j'avais travaillé sur le cube. Donc ça fait longtemps, hein, ça fait 20 ans. J'ai pas vu le cube avant qu'il soit présenté, quoi. J'ai vu une vague enclosure plastique, mais c'était tout. On avait des trucs dans des bouts de métaux, quoi. Et donc tu travailles avec ça, tu t'en fous du secret, tu sais pas à quoi ça va ressembler, tu sais que t'as un cube, tu parles, t'as des trucs, mais t'apprends à pas en parler, c'est un exercice de pas en parler. Moi, la première fois que je me souviens, j'étais chez Apple et j'attendais mon visa en France avec une personne. Et cette personne, donc tu la recroises après, forcément tu crées des liens au début parce que tu attends ton visa ensemble, puis après la vie fait que tu les gardes ou tu les gardes pas. Mais on se croisait de temps en temps et puis il reste ce petit lien. Et si je te croisais aujourd'hui, on aurait toujours ce lien. Et il me parle d'un truc et il me dit ouais ceci cela et je dis ouais tu sais on fait ceci comme t'es trop content, t'es le possesseur d'un secret. Donc tu sais t'es quasi Dieu quoi. Tu fais partie du cercle des élus quoi. Et tu le racontes. Et en fait, au moment où je l'ai raconté, je me suis dit, putain, quelle connerie. Parce que il me dit, ah ouais, je lui dis, tu le dis à personne, hein. Et donc, forcément, je me suis dit, mais pourquoi il le dirait à personne, puisque moi, je l'ai dit. Donc, forcément, tu sais que dès le moment où tu le passes, tu le donnes, la personne va le raconter. En disant, le dit à personne. Mais ça fait, ça l'effet contraire, finalement. Voilà. Et en fait, et toi, tu te dis, merde, les secrets, il paraît que c'est sacré chez Apple. Si quelqu'un l'apprend et remonte à moi, le flip. Et là, tout d'un coup, pendant quelque temps, tu te fais des scénarios, tu dis, j'ai fait une connerie. Mais c'est pas j'ai fait une connerie au sens, c'est pas bien, j'ai trahi le NDA, le machin, le truc, c'est que tu dis, en fait, c'est une très mauvaise position de raconter des secrets. C'est juste pas une position où j'ai envie d'être. Pourquoi ? Est-ce que tu peux expliquer ? Parce que c'est pas une position confortable. Tu apprends à rien dire, tu vis avec et tu parles d'autre chose et d'abord t'enlèves le fait d'avoir la personne qui dit raconte-moi et t'as envie d'abord
tu as envie de dire à la personne, te raconter quoi, en fait? Ma valeur, c'est juste te raconter ce que je sais, ce qui se passe dans mon building 6. Non, on prend un café, et toi, comment ça va, quoi? Soyons humains. Et après, il y a le fait de dire, si tu le racontes, tu sais que ça peut être répété, et puis en fait, d'une certaine manière, c'est peut-être pas un bon truc pour la société. Un jour, avant les keynotes de Steve Jobs, il y avait tous les sites web de rumeurs qui disaient, et alors Steve va sortir le iMachin, certains étaient vrais, certains étaient faux, c'était tous les fantasmes et les projections des gens. Apple, c'est une boîte sur laquelle les gens faisaient beaucoup de projections, font toujours beaucoup de projections, mais il y avait un côté où un jour, je me souviens, il y avait eu un leak d'un truc et les gens avaient raconté tout et n'importe quoi. C'était pas du tout ça d'ailleurs. Ils avaient dit oui, il va sortir ceci. Alors, c'est juste une photo mal faite. Mais je me souviens de ce leak où le type, je crois, avait été découvert et s'était fait virer. Et les sites web racontent, oh, c'est dégueulasse, on a le droit à l'information. Mais non, tu fais tourner un business, quoi. Tu fais tourner un business. En fait, ce qui se passait, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand tu leakais du hardware, les gens, déjà naturellement, les utilisateurs de Macintosh, ils étaient tellement préoccupés par qu'est-ce qui va arriver avec, que des fois, ils achetaient plus le truc. 6 mois avant le keynote ou 3 mois avant le keynote, les ventes baissaient. Et donc, tu avais un vrai problème sérieux de société qui consistait à dire comment on va garder suffisamment de secrets, parce que si ça leak trop, tout d'un coup, les gens disent, ah bah, il y a ça qui va sortir, bon, c'est évident, j'achète pas le truc maintenant, j'attends. Et donc, t'avais un vrai problème de ramp-up. Il fallait arriver, et Tim Cook, c'est là où je crois il a gagné énormément de galons, c'est qu'il a appris à gérer les stocks. À faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de stock, parce qu'on pense jamais à ça. Mais il faut que les stocks se vident. Là, Apple a annoncé, on va faire nos processeurs. Je crois, je suis plus très bien, mais non, je sais quand même. Mais il y a des gens qui vont se dire, ah ben je vais plus acheter d'Intel. Moi, j'en ai acheté un il y a pas longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ah oui, ça sera pas supporté, machin. Ça, oui, peut-être que ça me suffira pour mon bonheur pendant 10 ans et que je ferai pas de nouvelle OS et que tout sera très bien parce que la machine est top. Puis je verrai dans 10 ans. Et donc en fait, tu veux pas être le point de départ. Il y a un moment où tu te rends compte que si tu trahis un secret, c'est le point de départ. Tu peux être le point de départ d'un truc qui va échapper, qui peut faire effectivement des torts que tu n'imagines pas, autre que la petite satisfaction de faire partie d'un cercle d'élus. Quand le mec dont je te parlais avait leaké le keynote, par hasard, il avait été retrouvé. Je t'avais dit tous les sites de rumeurs avaient parlé de droit à l'information et trucs comme ça. Le mec, c'était en interne, tout le monde disait putain le salaud quoi. Il est en train de leaker des informations, il est en train d'abîmer la boîte, on a des problèmes de stock et on a des problèmes de stock dans les deux sens, au sens faut régler l'inventaire, et puis ça tout d'un coup puisqu'il y a des rumeurs, tout d'un coup la bourse elle fait du yo-yo. Aujourd'hui, tout le monde dit t'as des actions Apple, t'es content, t'es super content, ça va, c'est bien. Mais à l'époque, ça valait pas ça, quoi. Ça valait $14 avant split par je sais pas combien et je sais pas combien, quoi. 17 ou 4 ou 7 ou je sais plus combien il y en avait, quoi. Donc tu vois ce que je veux dire? Il y avait un côté où tu te dis je vais pas aller trahir de secret parce que quelque part finalement c'est pas bon pour tout le monde. Un, ça me met dans une position inconfortable parce que je sais que je suis la source entre guillemets de tout ce qui peut dégénérer, et deux, ça peut mettre tout le monde le même personne dont je te racontais, à qui j'avais raconté un secret un jour il me revoit, on était à la cafétéria d'Apple et il me dit tu sais quand sortent les nouveaux portables? Je dis aucune idée. Alors là vraiment il me dit putain ça fait longtemps, les PowerBook ils sont vieux, c'était avant les MacBook Pro, c'était les PowerPC. Tu sais quand ils sortent? Je dis écoute j'en sais rien, j'ai pas travaillé là-dessus. J'en avais un dans mon sac, au pied. Au pied. Mais là, j'avais appris, j'ai rien dit. Donc, finalement, juste pour revenir un petit peu à la question, tu dis que le fait de collaborer, enfin, cet aspect du secret n'empêche pas la collaboration, tant que tu n'expliques pas finalement la finalité du produit, mais que tu te limites aux problèmes techniques auxquels tu es confronté. Tu te limites aux problèmes auxquels tu es confronté. C'est pas forcément un problème technique.
Ça peut être un problème de oui, bien sûr, tu vas pas raconter, mais tu vois ce que je veux dire. Les gens vont parler Apple, vont parler surtout design, vont parler toujours ceci. Mais si tu es dans un problème technique, finalement, tu oublies ton côté design, tu oublies ton côté produit fini. Quand je sais plus quelle machine avait été lancée il y a 20 ans, le problème technique, c'était qu'on changeait la manière de faire ce qu'on appelle des bridges, le South Bridge et le North Bridge, qui sont des pièces de hardware, des contrôleurs. Et on les réunissait dans un seul, etc. Et en fait, ça, c'était un problème technique qui était vachement important en termes de design architectural, qui était probablement aussi important, mais les gens s'en foutent et ils vont juste dire putain, c'était un PowerPC G5, machin, etc. Mais derrière, il y avait toi, dans le fond, bah, tu sais une partie de secret, mais dans le fond, tu t'es pas obligé d'en parler, t'es pas obligé de... Puis il y a un côté, tu veux te concentrer pour que ça marche, quoi. Bien sûr, ok. Et est-ce que tu l'as vu naître, cette culture du secret chez Apple, ou est-ce que quand tu es arrivé, elle était déjà bien en place? Je suis arrivé en 2000, donc j'ai rien vu naître. Il y a eu un moment où avant, enfin, je pense que dans la période 99, je suis arrivé. Je pense que dans la période 94, 95, 99, il y a eu beaucoup de leaks qui ont été faits. Et les gens leakaient, il y avait beaucoup de sites de rumeurs, il y avait beaucoup et en fait, je pense que effectivement, il y a un sens du théâtral aussi. Hein, Steve Jobs. Et je fais mon cadran et les 2 laptops et les 2 desktops. Ah merde, il y en a un qui manque. Qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce que ça va être cette fois-ci, pas cette fois-ci? Faut que tu apprennes à respecter. Puis t'apprends de ça, quoi. T'apprends aussi à jouer. Ça fait partie de la culture, ce sens du théâtre. Quel est le produit auquel tu as contribué chez Apple dont tu es le plus fier aujourd'hui? Alors chez Apple, j'ai fait des drivers audio. Pour quel device? J'ai vu macOS, il me semble. Oui, alors macOS, c'était tous les hardware. J'étais responsable des drivers audio de 99-2001. Et puis après, je suis parti dans une division à Paris où on a fait iCal iSync, qui était dirigé par Jean-Marie Hulot, qui était l'ancien CTO de Next, et Bertrand Guilleneuve, Sébastien Maury, Olivier Gutenèche, plein de gens. Il y avait Toby Patterson. Il y avait et puis après, je suis parti, j'ai bossé sur Logic Audio. Je crois que la partie qui me il y a 2 parties sur lesquelles j'ai des très bons souvenirs. C'est la partie driver audio, responsable de l'équipe driver audio, parce qu'il y a une partie, fallait faire la transition macOS 9, macOS 10, et j'ai eu il y avait plusieurs équipes audio chez Apple. Il y en avait une driver, il y en avait une de l'OS, et avec le type de l'OS, on a eu un déclic, on s'est super bien entendu. Et donc on était là, il y avait lui, il y avait le mec du marketing. Et quelque part, on a fait l'audio de macOS 10. Alors lui, il faisait Core Audio, moi je faisais ce qui était en dessous. Mais il n'y avait pas de... Pareil, quoi, c'est comme début de Zenly, il y avait cette espèce de communauté. Ah ouais, alors on va faire ça dans le driver associé, comment tu fais ça? Et ouais, et moi, il faut que je fasse le Firewire, c'est super important. Enfin, tu vois, il y avait on a construit un peu au début. C'est quand même génial. J'étais thésard en France, et les gens disaient, ah, tu fais une thèse? Ah oui, c'est un truc qui sert à rien pour les esprits intellectuels. Ce côté très dévalorisant à l'époque où à la fois on en est très fier, mais en même temps c'est quand même des gens inadaptés à la société et au vrai travail dans la société où on est des hommes et des durs. Enfin, c'est ce genre de conneries là, quoi, avec toutes les sociétés de conseil et tout ça. Et donc moi, je dis ça parce que j'avais un copain qui bossait dans une société de conseil qui me disait, oui, j'ai regardé les profils et toi, tu es le doux rêveur, machin. Mais je peux pas. Tu sais, à l'époque où toutes les boîtes de conseil disaient on va mettre un peu d'analyse transactionnelle de machin pour comprendre. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et on va faire des méthodes Meurice et tout ce genre de bordel. Je pense que ça existe encore. Hein. Mais et moi je me souviens. Donc je suis parti, je me suis fait embaucher chez Apple et puis après avec ce type quelque part, 6 mois après ça. J'étais dans la position
je construisais un nouvel OS. Je construisais OS 10, le macOS que tu connais aujourd'hui, et je pense que de moins en moins de personnes connaissent macOS 9, quoi. Mais on construisait ça, ce mélange d'Unix et de Macintosh traditionnel, et on faisait l'audio de ça, et c'était génial. Le copain après en question, il a travaillé sur le store, il a travaillé sur c'est marrant, le copain en question, il est australien. Une de ses plus grandes joies, c'est quand il a bossé sur, quand il a su qu'ACDC était dans le store, quoi. Tout d'un coup, c'est ces rêves-là que tu gardes, quoi. Parce que ACDC est australien, bien sûr. Hein, je pense que tout le monde l'avait compris et le sait. Mais il faut apprendre et éduquer les masses. Mais il y avait un côté, ça c'est un truc sur lequel j'ai un très bon souvenir. Je suis très fier. Et le deuxième point, c'est le début de l'équipe de Paris avec Jean-Marie Hulot. On avait bossé sur iCal et iSync. Et là, pareil, il y a une sorte de groupe. Plus que ce qui est fait, c'est le groupe et la vie de groupe, le fait de faire quelque chose, c'était vraiment top. J'étais pas engineering manager à l'époque. Le seul boulot qu'il avait pour moi, c'était project manager. Comme je voulais absolument continuer chez Apple, parce que c'était vraiment une boîte que j'aimais beaucoup. C'était mon premier boulot aussi. Hein. J'ai pris un job de project manager, donc il y avait à la fois une certaine frustration de pas faire de l'engineering, et en même temps, j'ai appris tellement de trucs qui m'ont servi aujourd'hui qui m'ont servi dans la vie, quoi, sur les relations avec. Comme quoi? Je bossais, c'était moi qui faisais la liaison entre l'équipe en France et les États-Unis. Je bossais en décalé, je bossais avec des Américains, tu sais, c'est assez marrant quand on s'est fait racheter par Snapchat, il y avait un côté, ah oui, je me souviens, 9 heures de décalage, meeting à 5 heures, meeting à 6 heures, quoi. Et puis vous me prenez le soir après quand j'ai rentré. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc, il y avait une espèce de tout ça, c'était, j'avais l'impression de réutiliser une expérience. Dans les habitudes, dans les façons de faire, tout d'un coup, quand j'ai été une fois, je sais plus, j'ai été je sais plus combien de fois d'ailleurs, mais bon, à Los Angeles, et donc il y avait ce côté où non plus une fois, j'étais à Los Angeles chez Snap, et il y avait un côté, tu redébarques en Californie, puis tu dois faire le mélange des deux mondes, quoi. Tu ramènes les deux cultures. J'avais déjà l'habitude de ça. En fait, le mix des cultures. Quelle était la vision de iCal et de iSync? Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte du projet? Alors, iCal et iSync, la vision, en fait, bon, iCal et iSync, c'est Steve Jobs qui voulait rebosser avec Jean-Marie Hulot. Jean-Marie Hulot, qui avait été le CTO de Next, qui est décédé il y a à peu près 1 an, et qui était cette personne qui avait au départ, il avait fait Interface Builder. Alors les gens connaissent pas forcément, mais s'il développe des applications dans Xcode aujourd'hui, oui. tout ce qui est la partie interface dans Xcode, tout ça, ça vient de Jean-Marie Hulot, quoi. Alors ça s'appelait pas des Xib, ça s'appelait des Nib, enfin bref, tout ça. Et en gros, je crois que Jean-Marie il voyait de temps en temps Steve, et donc il lui avait dit, mais tu sais, il y a un truc qui sera important un jour dans la vie des gens, c'est le téléphone portable. On était en 2000, quoi. Et Steve Jobs dit, ah bon, oui, pourquoi? Il dit, mais pour que le téléphone portable marche, il faut que le téléphone synchronise les données, parce que les gens, ils vont pas remplir sur leur téléphone avec les petites touches de merde, là. On parle pas d'iPhone, là, on parle de Nokia. Et oui, là, on était du Nokia, là. Ouais, du Nokia et du Sony 3210 avec le Snake. Absolument, voilà. Le fameux Snake. On va pas remplir. Et donc, il a dit, ce qui est super important, c'est qu'il faut que tu remplis sur ton ordinateur, il faut que ça synchronise. Et Steve a dit, ah ouais, bah, écoute, bosse avec moi et fais de la synchronisation vers le téléphone. Ça a été à peu près ça, hein, je crois. Et il a dit OK. Et puis il a dit, et tu veux synchroniser quoi? Bah, les contacts et le calendrier. Mais on n'a pas de calendrier chez Apple. Enfin, alors, je sais plus lequel a dit on n'a pas de calendrier chez Apple. Mais Steve a dit, c'est pas grave, tu fais un calendrier.
Et donc, il y a eu deux... Non, mais C'était vraiment comme ça, les conversations? j'y étais pas dans cette conversation. Ça, c'est ce que Jean-Marie nous racontait. Comme Jean-Marie était D'accord. quelqu'un de très drôle, quelque part, et qui savait très bien raconter des histoires. Si tu tombes sur des interviews de Jean-Marie Hulot, il parle de sa rencontre avec Steve Jobs et ce genre de choses. Je fais juste le copier, là. Et donc, effectivement, c'est ça qui s'est passé. C'est juste ça. C'est avec iSync, je pense qu'au départ, c'était l'idée de dire le téléphone portable sera important. Tu es parti avant le lancement de l'iPhone, toi? Je suis parti, mon dernier cadeau d'entreprise, c'était un iPhone. D'accord. J'ai vécu la conférence interne de Steve Jobs. Bon, là, je vais peut-être trahir un secret, mais je me souviens, il nous parle et c'était retransmis. J'étais en Allemagne, donc je l'ai vu en différé. Et il parle à tout le monde. Il était dans le town hall, là, je sais plus, le conference hall, le truc d'Apple, où il faisait ses meetings sur des chaises. Et je me souviens, il dit, demain, on lance l'iPhone. Vraiment, demain, tu sais, les mecs, les queues commençaient à se faire, les mecs, les fans, tout ça. Et il dit, et je me souviens de cette phrase, il dit, je pense que ce sera aussi important que le Macintosh. Plutôt fort, le mec, hein. Et il rajoute avec beaucoup d'humour, il dit, j'espère qu'on fera mieux que le Macintosh. Ou un truc comme ça qui montrait que ouais, on est en position de faire un vrai truc et cette fois-ci on va pas se faire doubler par un autre, quoi, tu vois. Il y avait ça. Mais oui, c'était mon dernier cadeau. Ouais. De temps en temps, on avait des cadeaux d'entreprise, on n'avait pas des masses, mais j'ai eu des iPods et un iPhone. L'iPhone, j'ai toujours d'ailleurs. Il est cassé, mais j'ai toujours. Tu as vécu du coup plutôt la sortie de mince, j'ai perdu le nom. Le MP3 qui a avec les 1000 chansons, etc. Ah ouais, l'iPod, ouais. L'iPod, oui. Oui, j'ai vécu l'iPod, j'ai connu l'iPod en fait parce que c'était quand je rentrais en France en 2001, en août 2001. Et je discutais, c'était assez marrant d'ailleurs. Je discutais avec quelqu'un que j'avais connu là-bas, qui bossait dans l'audio aussi, sur des trucs plutôt hardware. Tu sais, il y a toujours du hardware dans les chipsets, ce genre de choses, les haut-parleurs. Et puis je lui dis, tiens, salut Larry, ça va? Il me dit, ah, salut Laurent, c'est Laurent Larry, quoi. Et je dis, mais tu fais quoi en ce moment? Et il me dit, écoute, je suis sur un projet, il est secret, je peux pas t'en parler. Alors en fait, je t'ai dit que le secret, faut pas en parler, mais moi je sais que si quelqu'un te dit je peux pas en parler, c'est qu'il crève d'envie de t'en parler. Et donc, dans ce cas-là, la seule réponse que tu dois lui faire, c'est ah bah me dis rien, hein. Et donc je lui dis bah me dis rien, Larry. Et alors il me fait bon, écoute, je te le dis. Ça, c'est très facile en fait. Mais il me dit je te le dis. Et il me dit, on fait un lecteur MP3. Alors à l'époque, il y avait l'Arcos, le machin, tout ça, ce genre de trucs. Mon Dieu. Et mon Dieu, ouais. Et alors moi, je me souviens, je regarde et je lui dis, un lecteur MP3, mais pourquoi on fait ça? C'est pas du tout notre business. On est une boîte de machines, quoi. Je dis, quelle connerie. Et et après, on entendait parler de l'iPod et puis Jean-Marie était allé aux États-Unis, parce qu'il allait souvent aux États-Unis, et il était revenu et il nous avait parlé de l'iPod, ce genre de trucs, puis on commençait à me dire, il y a ce truc-là, je n'étais pas convaincu, puis il nous en a ramené un proto. Et là, j'ai vu le premier truc blanc avec la wheel qui tournait, les 4 boutons autour, et je suis tombé amoureux du truc, et je me suis rappelé de ma conversation, et je me suis dit que j'étais vraiment très mauvais en visionnaire, quoi. Je me souviens, quand il y a eu le rachat de je sais plus lequel, qui est devenu iTunes là, et en fait c'est assez marrant. J'ai connu des gens qui à cette époque-là faisaient partie des discussions avec le comité de direction. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, hein, bien sûr. J'étais dans mes trucs de driver audio et qui me racontaient qu'en fait dès le début, il y avait eu la vision, on va s'intéresser à la musique c'est important, et on fera un player, et un jour on fera un magasin, etc. Si c'est vrai, parce que tout le monde aime bien aussi enrober les secrets, si c'est vrai, je trouve ça vachement intéressant que quelqu'un ait pu avoir cette vision-là. Moi, je l'aurais pas eu. Pourquoi tu trouves ça intéressant? Parce que moi, je venais de l'audio, et l'idée que tu puisses, entre guillemets, développer
Moi, la musique au départ, c'était des vinyles, quoi. Et ça appartenait au major et ça a complètement en fait tout ça entre les gens peuvent écouter de la musique sur leur ordinateur, les gens peuvent écouter de la musique sur un device, mais qui moi je fais un peu de course à pied, qu'est-ce que j'ai mis dans mon iPod, quoi. Enfin, tu vois, c'était fabuleux. Tu pouvais le synchroniser en plus, tu pouvais même synchroniser iCal et iSync, c'est moi qui l'avais codé ça. Mais et donc t'avais ça, puis après tu peux les acheter en ligne, et puis t'as un catalogue qui devenait immense, et puis tu peux publier, et puis t'as des outils pour faire de la musique, t'as eu GarageBand, je connais bien comme histoire. Je me suis dit c'est quand même fabuleux d'avoir réussi à recréer un écosystème, et puis après t'as eu quoi? T'as eu Deezer, avec Jonathan Sead El Marley, et t'as eu Spotify. C'est devenu des business énormes. Et je pense que par rapport à ce qu'était le monde de la musique dans les années 70-80, où en gros, ton seul espoir, c'était de faire un contrat. Je jouais dans des groupes de rock'n'roll. Ton seul espoir, c'était, tu fais des concerts, et est-ce que tu vas te faire remarquer, quoi? Je crois que c'est bien illustré dans le film sur Steve Jobs, où il montre cette phase où il est parti négocier justement avec ces maisons de disques pour un petit peu casser leur monopole et les convaincre de mettre leur musique sur l'App Store à l'unité, pour que n'importe qui puisse télécharger la musique qui l'intéresse. Il faut que je te pose une question sur ta rencontre avec Steve Jobs. Est-ce que tu peux nous la raconter? Ah oui, parce que... Oui. Vas-y, finis ta question. Et est-ce que tu peux nous raconter aussi la perception en interne de Steve Jobs à l'époque où tu travaillais chez Apple? Alors effectivement, parce que on s'est parlé avant, oui. Je pense qu'on peut dire, parce que tu m'as contacté pour le podcast, et puis tu m'as posé quand tu m'as dit, mais et t'as rencontré Steve Jobs. Donc je t'ai dit qu'effectivement c'était la question que tout le monde me posait, et sur laquelle je peux répondre oui. Donc, et je me suis pas lavé les mains pendant 15 jours. Non, mais voilà. J'ai juste rencontré, c'était quand on avait lancé iCal, je crois, enfin, je sais plus, il y avait eu un lancement à Paris, c'était une des dernières Apple Expo où il y avait une démo. Et comme on était à Paris, il y avait eu iCal, iSync, je crois que c'était à Paris. Et enfin bref, il était passé au bureau où on était avec Jean-Marie. Il était juste passé dire bonjour. Et donc c'était marrant, on était dans un bureau au 5e étage c'était un petit bureau, hein, de 5e étage avec un tout petit ascenseur sur lequel on était. Et donc à un moment, l'ascenseur s'ouvre et il y a Steve qui sort avec Sina, qui était le responsable, le VP, senior VP de la division d'application. Donc ça fait un peu bizarre, tu sais, t'as l'ascenseur qui s'ouvre et t'as Steve Jobs qui sort, quoi. Et puis voilà, quoi, ça a juste été bonjour. Le truc dont je me souviens, parce qu'effectivement, je me souviens même quand on s'était parlé, j'avais fait un mauvais jeu de mots là-dessus. Que je vais refaire. Vas-y, refais-le. Voilà. Je me souviens de son regard, en fait, mais je me souviens d'un regard très perçant. Donc le mauvais jeu de mots, j'avais dit normal pour quelqu'un d'origine syrienne, mais de cette personne qui te regarde au fond des yeux. Maintenant, est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était moi qui me faisais cette idée-là? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Je pense que c'était quelqu'un de très observateur qui arrivait à scanner les gens, peut-être à tort ou à raison d'ailleurs, mais en interne en fait, il y avait une perception où je me souviens quand je suis revenu en France, donc j'ai fait États-Unis, France, Allemagne, France. La deuxième fois que je suis revenu en France, j'avais bossé dans une SS2I d'application iPhone pendant un court temps, assez court, mais on a compris. voilà. Et donc, mais j'ai rencontré des gens importants. Mais toute étape est importante. Et donc en fait, les gens me disaient alors t'as rencontré Steve Jobs, tu lui as serré la main, tu sais, comme si c'était un truc. Et après les gens racontaient l'histoire. Ouais, il est terrible. Il paraît qu'il virait des gens dans les ascenseurs parce que les gens, je sais pas quoi. On peut arrêter le bullshit, quoi.
Peut-être qu'il a fait ça, il a probablement fait ça, mais je pense que c'était avant tout quelqu'un qui était très concentré sur faisons quelque chose, inventons quelque chose, créons des produits. Et en fait, moi, je me souviens d'une discussion avec d'autres personnes. C'était pas l'homme qui mettait il y avait une pression, il y avait un truc, il drivait les gens, tout ce que tu peux lire sur, il leur faisait donner le meilleur d'eux-mêmes, et tout ça, c'est vrai. Il y a probablement des tricks qu'il utilisait qui n'étaient pas forcément, entre guillemets, oh, c'est super classe, etc. C'est vrai. Mais moi, c'est marrant. Je me souviens il participait aussi activement. Il était dans le bateau, quoi. Il avait il regardait. C'était pas, t'allais le voir et tu présentais. C'était, est-ce que c'est bien, monsieur le chef, quoi. Enfin, moi, je l'ai jamais fait les présentations, mais c'était, oui, mais ça c'est pas bien, mais on pourrait faire mieux. Mais ça c'est bien, mais on pourrait. Moi, je me souviens de ce truc. C'est pas ma perception de Steve Jobs. Elle vient à travers deux brevets qu'on a déposés avec Cal Helsing et sur lesquels j'ai mon nom. Et j'ai pas mon nom parce que j'ai inventé un truc, j'ai mon nom parce que c'est moi qui avais parlé avec l'avocat du brevet. D'accord. Comme quoi. Il en faut peu. Il en faut peu, quoi. Je me souviens, ces deux brevets, c'était des idées qui avaient été synthétisées par Steve Jobs. Jean-Marie est allé aux États-Unis, ou peut-être un seul des brevets, mais Jean-Marie est allé aux États-Unis et dit oui, alors je sais pas faire ceci, cela. Oui, je me souviens, il disait oui, comment on représente les événements dans le calendrier, parce que tout le monde fait des catégories, mais c'est limité, c'est chiant, on a eu cette idée-là, etc. Et Steve a dit oui, mais c'est simple. Moi, j'ai ma vie à Apple, j'ai ma vie à Pixar. On fait deux calendriers. Et le multicalendrier, c'est venu de ça, mais le souvenir que j'ai, c'est cette capacité de prendre l'idée, de la synthétiser et de la redistribuer aux gens. Et il y a un côté, je pense, au-delà de tout ce qu'on pourrait raconter sur le côté terrible, je pense que c'était quelqu'un qui était, j'ai jamais vécu personnellement, je sais pas, tu vois, j'ai pas eu de relation personnelle avec lui, mais je pense il était capable. Ok, je lui ai serré la main, quoi. Je sais pas combien de personnes, quoi. Mais je pense que c'était quelqu'un qui, c'était un être humain aussi, quoi. Tu vois, je veux dire. Qui a appris, qui a fait son évolution, qui est revenu. Enfin, c'est quand même extraordinaire l'évolution de cette personne entre tout ce qu'on racontait sur le type caractériel, etc. Mais quand même, quand il est revenu, il a créé un truc monstrueux et il s'est pas planté. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de faux pas. Donc, si tu fais pas ça, si t'as pas appris à comprendre aussi avec qui tu bosses, les êtres humains et ce genre de choses. Si t'es juste un connard, même si t'as tout le talent, à un moment t'es tout seul, quoi. C'est vraiment quelqu'un moi j'ai souvenir de cette capacité à faire tomber la pièce naturellement que t'arrives pas à exprimer, quoi. Que les autres amènent les idées. Et les autres amènent un environnement et il arrivait à faire en sorte, à cristalliser l'idée au bon moment. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. J'ai des personnes qui ont bossé, je connais des personnes, je les ai pas, j'ai dans mes connaissances des personnes qui ont vraiment bossé et participé avec lui et tout le monde dit non, c'était fabuleux, quoi. C'était, il y avait de temps en temps des manières, enfin, tu vois, des élans émotionnels, quoi. Mais tout le monde dit c'était fabuleux, j'ai appris tellement sur la capacité à aller droit au but, à enlever ce qui est inutile, à pas me poser de questions, à se replonger dans qu'est-ce qui est important, quoi. Et moi, c'est ça que je retiens. Et c'est la vision que moi, j'en avais en interne, et je pense que beaucoup de personnes que j'ai connues en avaient. Laurent, merci beaucoup. Le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous recrutez, par exemple, en ce moment chez Zenly? Alors, on recrute chez Zenly, mais si c'est juste pour me voir, c'est pas la peine. Faut avoir un truc après. Je déconne. Non, ce que je veux dire, c'est on recrute, il y a des postes et tout ça, donc oui. Mais enfin, c'est important que ça matche. Bien sûr. Je veux dire, ne mélangeons pas tout. Mais on recrute chez Zenly, bien sûr. Faut aller voir notre site. Il y a pas mal d'offres. Moi, si on veut me contacter, qu'on me contacte sur LinkedIn, parce que je sais que c'est là où tu annonces pas mal, c'est comme ça Tout à fait, oui. qu'on s'est rencontrés. Je dis ça parce que c'est un des derniers endroits où j'ai gardé, entre guillemets, j'ai fermé plein de réseaux sociaux. Suite au RGPD, j'ai viré plein de comptes. Tu as gardé lesquels? J'ai gardé Instagram parce que j'aime bien les jolies images.
Puis de temps en temps, je fais ça. J'ai gardé Snapchat parce que ça m'amuse. Bien sûr, j'ai gardé Zenly, mais ça, j'aurais dû le dire en premier. On fera un découpage au montage. On fera un découpage. Non, je laisse ça. Et j'ai gardé LinkedIn, qui est plus un réseau professionnel. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.